Ether reprend de la force face à Bitcoin, listing du Saga aujourd'hui sur Binance, les indices sur des niveaux clés. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 9 avril 2024 et on se retrouve pour un nouveau point de marché matinal avec quelques petites choses à dire aujourd'hui. Alors vous l'avez compris, on est selon moi dans une situation de calme avant un retour assez important de la volatilité et du stress sur les marchés. Donc naturellement, il va y avoir un petit peu moins de choses à dire et à voir ce matin, puisque en fait, c'est des éléments que l'on a déjà travaillé dans les précédentes vidéos, dans les précédents lives et dans les différentes sessions de trading qu'on a pu faire dans le serveur Discord. Et vous allez le voir, ça sera surtout à partir de demain qu'on sera un petit peu plus actif sur les marchés. Alors on va commencer avec un premier point sur le marché crypto, un marché crypto qui était dans le vert tout à l'heure quand j'ai fait le point de marché avec les membres premium et puis là qui est repassé dans le rouge en l'espace de quelques heures. C'était un mouvement qu'on avait anticipé, effectivement Bitcoin a été totalement rejeté sur le niveau des 72-73 000 dollars. C'était un niveau intéressant à venir récupérer, on l'avait vu parce que déjà c'était un niveau de résistance important, et puis aussi parce que c'était un niveau sur lequel il y avait de la liquidité, il y avait des ordres à venir chercher. Alors on s'était posé la question, est-ce que cette liquidité allait permettre aux boules de chercher plus haut? En gros, est-ce qu'on allait entraîner une cascade de liquidation qui allait emmener justement les boules plus haut, potentiellement vers 74-75 000 dollars, ou est-ce que les bears, les vendeurs, allaient être capables de garder la main sur le marché et donc ces ordres allaient faire office de résistance? On a eu notre réponse, ces ordres ont fait office de résistance et en plus de ça, il faut savoir que voilà, le BTC a réagi hier avec ce mouvement haussier à des news plutôt bullish venant de l'Asie et tout particulièrement de la Chine et de Hong Kong. Et donc généralement ce qui se passe, c'est que quand on a un pump qui est créé par un mouvement de news plutôt ce qu'on appelle centralisé, et bien généralement le marché a tendance à rééquilibrer cette impulsion assez rapidement. En plus de ça, naturellement, avec le mouvement d'hier, on a constitué ce qu'on appelle le Monday Range, donc avec un Monday Low et un Monday High. Et en plus de ça, si on regarde sur le contrat CME, eh bien on a laissé un petit gap aux alentours des 68 600 dollars, ce qui naturellement amenait aussi un petit peu le prix à vouloir venir retracer. Donc c'est ce que j'avais expliqué ce matin aux membres premium, c'est qu'il y avait pas mal d'éléments qui nous faisaient dire qu'on pouvait envisager du retracement sur cette journée sur BTC. Maintenant, selon moi, on reste quand même dans une zone un petit peu de non-trade, dans une zone avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'indécision. Il y a deux éléments qui sont pour moi en opposition aujourd'hui sur Bitcoin et qui justement renforcent mon incertitude et renforcent le fait que du coup je préfère ne pas prendre de position. C'est deux choses. La première, c'est le fait qu'on soit au-dessus de cette zone de polarité des 68 500. Ça me fait plutôt dire qu'on est haussier. Mais d'un autre côté, toute cette liquidité-là, tout ce qu'on a ici, j'ai du mal à imaginer en fait qu'on le laisse. Alors, j'ai pas très bien défini ça, mais tout ce qu'on a en fait sur ces lots, sur ces bas de lots, j'ai du mal à imaginer qu'on le laisse et qu'on ne revienne pas le chercher. Donc en fait, ce que je vais attendre, eh bien, c'est potentiellement plutôt une réintégration de ce niveau-là, en fait, pour chercher du short. Et si par contre je vois qu'on vient s'appuyer sur ce niveau-là et qu'on rebondit dessus, alors potentiellement j'irai plutôt chercher de l'achat. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, donc je suis plutôt sur ce début de semaine dans une phase d'observation, dans une phase passive sur Bitcoin parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments de confirmation qui me permettent de choisir une option ou une autre. Alors c'est très important sur les marchés de ne pas toujours vouloir être actif. Il faut savoir sélectionner les moments où on est actif, où on met en application nos scénarios, et les moments où il faut être plutôt en phase de réflexion, en phase d'observation. Je vous le répète très souvent, mais des fois, la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader. Okay, un bon trader, c'est pas un trader qui est actif 100% du temps sur le marché. Il y a des phases comme ça où on est plutôt en stand-by, en attente, à l'image du marché qui est pour moi en stand-by. Et je pense très sincèrement que durant la semaine, on va avoir un retour de la volatilité avec un gros mouvement sur Bitcoin qui va avoir lieu. Mais pour le moment, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour anticiper avec exactitude dans quelle direction se fera ce mouvement de volatilité. Donc pour le moment, je préfère ne pas être exposé, je préfère être en dehors du marché.
En termes de data order flow, ce qu'on observe, c'est que en plus de ce retracement du prix, on voit aussi l'open interest qui ralentit, qui retrace. L'open interest, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les positions ouvertes sur les contrats futurs sur Bitcoin. Ce qui veut dire que là, depuis le high qu'on a fait à 72-73 000 $, eh bien, il y a de moins en moins de positions qui sont ouvertes sur le marché. Pourquoi? Probablement parce que il y a déjà pas mal d'acheteurs qui ont pris des profits, et aussi parce qu'il y a potentiellement pas mal d'acheteurs qui se sont fait sortir parce que justement on est en train de retracer. Même si pour le moment, les montants de liquidation sont relativement bas, entre guillemets, il n'y a pas eu forcément de gros mouvements de liquidation là sur les dernières 24 heures. On observe aussi les funding rates qui sont en train de se rééquilibrer. Alors les funding, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont tout simplement les frais de financement sur le marché. C'est ce qui permet de garder un certain équilibre entre les contrats futurs et les contrats spot. D'accord, donc en gros les funding rates, eh bien ça représente les commissions que vont payer les acteurs du marché aux uns et aux autres en fonction de la situation de marché. Donc en fonction de si les fundings sont positifs ou négatifs, ça va être les acheteurs qui vont payer des frais aux vendeurs pour tenir leur position, ou inversement, les vendeurs qui vont payer des frais aux acheteurs. D'accord? Donc on voit que les fundings sont en train de se rééquilibrer, ça c'est bien, parce que le marché, ça veut dire, est capable justement de se rééquilibrer un petit peu tout seul, et de rester sur des niveaux raisonnables. Et même chose, du côté des CVD, alors on reste sur un delta qui est totalement positif, ça veut dire qu'on a des volumes acheteurs plus importants sur les spots que les volumes vendeurs, mais on voit que ça s'est un petit peu stabilisé, ça a même commencé à baisser ce matin. D'accord? Donc comme je vous l'ai montré aussi tout à l'heure du côté de l'order book, on voit quand même qu'il reste une zone d'ordre vendeur à environ 73 000 $, mais j'ai le petit pressentiment que cette zone pourrait être assimilée à du spoofing. Alors qu'est-ce que c'est le spoofing? Eh bien c'est tout simplement des ordres qui sont placés sur l'order book justement, sur le marché, pour déboussoler les acteurs. C'est ce qu'on appelle aussi des ordres fantômes. Et en fait, très généralement, ce qui se passe, c'est que quand le prix va s'approcher de cette zone, eh bien, ces ordres disparaissent, tout simplement. Et le marché, du coup, est complètement déboussolé. Les acteurs du marché sont un petit peu perdus par ce genre de choses. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est venu ce matin rebondir sur un niveau avec des volumes un petit peu plus importants, aux alentours des 69 500, ce qui nous a permis quand même de plutôt bien rééquilibrer le mouvement d'hier. On est venu récupérer la FVG en 4 heures, on est venu récupérer, on le voit encore plus précisément ici, la FVG ici en 1 heure. Donc FVG, je rappelle qu'est-ce que c'est Fair Value Gap, c'est un déséquilibre de marché qui est créé par une forte impulsion baissière ou haussière, d'accord? Donc là, en gros, la FVG, elle se situe c'est l'écart entre la bougie A et la bougie C. D'accord? Alors là, dans cette situation, la bougie A, c'est celle-ci. Mais dans d'autres situations, voilà, c'est pas forcément toujours la première bougie de l'impulsion. Donc voilà, on a aussi d'ailleurs une FVG. On avait aussi une FVG ici entre le haut de cette bougie-là et le bas de celle-ci. Mais elle a été comblée du coup totalement désormais. D'accord? Donc un bon rééquilibrage, mais encore une fois, voilà, je vais être plutôt patient pour le moment sur Bitcoin. Ce qu'on peut observer et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la dominance du Bitcoin a pris un petit coup, elle aussi. D'accord, on est venu retracer un petit peu. La question qu'on se pose désormais, c'est est-ce que on est venu retracer pour retester le haut du range 4 heures et ensuite rebondir, repartir à la hausse, ou est-ce qu'on va réintégrer ce range 4 heures et du coup revenir chercher les lots sur lesquels on a laissé pas mal de liquidité? Cette question, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on voit que sur les dernières 24 heures, Ether a été capable de reprendre de la force face à BTC. Mais c'est pas encore suffisant pour vraiment considérer que Ether est de retour sur le devant de la scène, d'accord? Et justement, si on est amené à voir la dominance de Bitcoin réintégrer le range, alors là, peut-être, oui, on pourra voir Ether repasser au niveau de ce support, enfin, du coup, de cette résistance désormais en weekly. Et alors là, ça peut être très intéressant. Mais si malheureusement la dominance du Bitcoin repart à la hausse, ça risque d'être très compliqué pour Ether. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas encore trop emballé par ce que nous fait Ether. Je ne suis pas encore hyper confiant et hyper serein quant à une potentielle reprise de ce dernier. Mais on va garder ça en observation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, hier soir, je vous ai partagé une petite position à la vente sur Ether, qui était pour moi arrivé dans une zone très très intéressante, on le voit très très bien ici, les 618 de Fibo qui intervenaient sur un niveau de résistance important où on avait laissé pas mal de liquidités, sur tous ces highs, donc vraiment il y avait un setup très intéressant et pour le moment on a une très belle réaction sur le prix d'entrée qu'on avait identifié, donc ça c'est vraiment pas mal, encore une fois ça vous a été partagé dans le serveur Discord. Sinon, du côté des alts,
J'ai été un petit peu moins actif sur ce début de semaine, même si globalement je reste acheteur sur DYDX, je reste acheteur sur Ordi, je reste acheteur aussi par exemple sur Avax, pardon, j'étais sur Matic, mais Matic j'ai pas été fil, mais plutôt sur Avax. Donc il y a des setups qui sont quand même plutôt intéressants sur les alts, mais je reste particulièrement prudent parce que si Bitcoin était amené à diviser davantage, on serait plutôt en difficulté. Un petit alt pardon, sur lequel je me suis positionné par contre, qui est un peu nouveau, c'est le ANT, d'accord. Donc j'ai fait une première entrée ce week-end et j'en ai prévu une deuxième un petit peu plus basse, hein, dans cette zone de FVG, ici que vous voyez sur le bas de notre zone d'OTE. Donc j'ajusterai mon prix d'entrée en fonction d'où se fera la réaction, bien évidemment. Et l'objectif est ensuite de repartir à la hausse. Là aussi, on a un setup qui est pour moi très 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 intéressant. Mais voilà, on y va doucement, on y va prudemment parce qu'on voit que dès que Bitcoin est un petit peu en difficulté, tout de suite, les alts subissent davantage. C'est normal. La dominance du Bitcoin reste quand même assez élevée. Et donc tout de suite, les alts sont un petit peu plus en difficulté. C'est pour ça que j'y vais vraiment avec des tailles de position très 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 raisonnables pour le moment. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et désormais, on va pouvoir passer du côté des marchés financiers traditionnels. Là aussi, on est dans une situation un petit peu de calme avant la tempête, effectivement, puisque sur ce début de semaine, on a très peu de catalyseurs macroéconomiques, en fait, que ce soit hier ou aujourd'hui, ce qui rend la situation de marché particulièrement calme. Mais ça ne devrait pas durer. Effectivement, demain, nous avons, je vous le rappelle, les résultats de l'inflation aux États-Unis avec les chiffres IPC qui sont attendus supérieurs aux attentes. C'est la raison pour laquelle je garde un biais plutôt haussier, plutôt acheteur sur le dollar américain, surtout tant qu'on reste au-dessus de ce niveau de support en 4 heures. Et demain, on aura aussi d'autres datas puisqu'on aura la décision de la Banque centrale canadienne sur les taux d'intérêt directeurs. Donc pour ceux qui tradent le Forex sur les paires CAD, il faudra être prudent. On aura aussi les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Ça, on y reviendra un petit peu après tout à l'heure. Et le soir, on aura les minutes de la fête. Ok, compte rendu du FOMC. Donc moi, je m'attends vraiment à un retour de la volatilité à partir de demain. On voit que le VIX a respiré un petit peu sur ces dernières heures, sur ces derniers jours, alors que ça fait 2 semaines qu'il est en pleine bourre. Ok, mais je m'attends clairement à ce qu'il reparte à la hausse sur cette deuxième partie de semaine. Alors maintenant que ça s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait justement en attendant ce retour de la volatilité? Eh bien, j'en ai profité pour renforcer mes positions vendeuses sur les indices, d'accord, notamment sur le CAC. D'ailleurs, ça a très très bien fonctionné hier. J'en ai profité aussi pour le faire sur le DAX. Là aussi, ça a très bien fonctionné. J'en ai profité aussi pour le faire sur le S&P et sur le Nasdaq. Mais pour le moment, eux ont un petit peu moins bougé, ont un petit peu moins réagi. C'était aussi possible de le faire sur le FTSE, mais personnellement, c'est l'indice européen sur lequel je ne suis pas positionné pour le moment, donc je n'y ai pas touché. Et le Dow Jones du côté américain, lui non plus, je ne touche pas. Pourquoi? Parce que selon moi, ici, il y a trop d'incertitudes, trop d'indécisions, et je n'ai pas suffisamment, justement, un petit peu à l'image de Bitcoin, de confirmation pour envisager une prise de position un petit peu plus précise pour le moment sur le Dow Jones. Surtout que je vous rappelle, c'est quand même un indice un petit peu particulier, un petit peu différent des autres. Donc, vaut mieux être prudent vis-à-vis de ça. D'accord? Sinon, sur le Forex, je vous l'ai expliqué aussi, mais je continue de travailler mes actifs qui fonctionnent. Donc, Euro GBP à l'achat, GBP USD à l'achat, mais que je vais probablement clôturer ce soir ou demain matin, étant donné que je m'attends à une deuxième partie de semaine haussière sur le dollar américain. Et pareil pour USD CAD, que je vais probablement clôturer ce soir ou demain matin, étant donné que je suis vendeur actuellement dessus et que je m'attends à une reprise haussière du dollar sur la deuxième partie de semaine. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je travaille sur les marchés traditionnels. Pour terminer sur les commodities, pas grand chose à dire de plus. L'or continue encore et encore et encore de monter. C'est hyper impressionnant. J'ai rarement vu l'or nous faire un rallye haussier aussi intense. C'est vraiment hyper impressionnant. Donc si vous êtes déjà en position achat dessus, tant mieux. Essayez d'accompagner le mouvement le plus loin possible. Pour ceux qui ne sont pas encore en position sur le gold, pour moi c'est suicidaire de tenter quoi que ce soit maintenant, que ce soit à l'achat ou à la vente. Sauf si vous faites du scalp, où là potentiellement, effectivement, sur des petites time frames, des petites unités de temps, il y a potentiellement des opportunités intéressantes à venir chercher sur du 15 minutes, sur du 5 minutes, sur du 1 minute. Mais là, c'est vraiment dans un contexte de scalping, donc c'est totalement différent. Ok ? On termine avec un petit point sur le pétrole, sur lequel j'ai pris une petite position, alors extrêmement risquée. Pourquoi? Parce que effectivement, j'ai un price action qui est baissier sur le pétrole, ok ? Pardon, excusez-moi.
J'ai un price action qui est baissier. Si on regarde en daily, on est pile poil dans la zone de TE, dans une zone de FVG daily, donc très très intéressant. En 4 heures, on a pas mal de liquidités à venir chercher plus bas. Le problème, et ce qui rend cette position particulièrement risquée, c'est la macro, les fondamentaux, puisque oui, l'OPEP ne ralentit pas ses coupes de production, et donc naturellement, on a une offre qui se réduit, et donc, eh bien, on a un prix du baril qui augmente et qui tend à la hausse. Donc c'est ça qui rend cette position particulièrement risquée. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit coup à jouer. Donc on fera attention puisque cet après-midi justement on aura les chiffres sur les stocks de pétrole brut. Il faut savoir que là les États-Unis sont en train de refaire leur stock. Ok, parce que c'est vrai que l'administration Biden a tapé très très fort dans les stocks de pétrole ces dernières années. Et donc en fait si vous voulez là les États-Unis sont en train de ces dernières années, même ces derniers mois, sont en train de refaire leur stock. Ce qui se passe, et c'est pour ça en fait que pendant un bon moment, le prix de l'essence aux États-Unis, alors c'est pas la seule raison, mais est resté relativement bas, c'est parce que justement le gouvernement Biden a pris la décision de plutôt taper dans les stocks. Le problème c'est que là les stocks ils ont été bien entamés, je crois qu'ils ont été divisés à peu près par 2 aux États-Unis, si je me trompe pas. Dites-moi dans les commentaires parce que je suis plus très sûr, mais je crois qu'ils ont été divisés quasiment par 2. Et donc là ils sont obligés de refaire leur stock, sauf que comme je vous ai dit, l'OPEP continue de ralentir la production de barils mensuels, donc ce qui pose quand même un petit peu problème et ce qui crée aussi des déséquilibres. Donc voilà, petite info là-dessus. En tout cas, cet après-midi, on se retrouvera donc à partir de 15h15 pour la session trading du jour. Ce soir, alors petit décalage, ça ne sera pas à 20h30, ça sera à 20h le cours premium puisque y a la Ligue des Champions. Donc on fera un petit peu plus tôt exceptionnellement ce soir. Et puis on se retrouvera tout au long de la semaine pour suivre les différents événements importants. Je vais terminer cette vidéo avec un petit point, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur le listing du Saga, qui était en période de launchpad sur Binance. Alors pourquoi je vous parle du Saga? Parce que j'ai eu des questions, ouais, est-ce qu'il faut l'acheter au moment du listing, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Surtout pas, surtout pas. Quand vous avez un projet comme ça qui se lance, vous avez deux options. Soit vous vous positionnez en phase de launch, d'accord, donc quand le token n'est pas encore listé, soit vous vous positionnez après le listing, mais surtout pas pendant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe le pendant? C'est ça. C'est une bougie ultra bullish qui part à toute vitesse. Et le problème, c'est que pendant un listing, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire « Ah bah tiens, let's go, je rentre maintenant ». Vous allez appuyer sur le bouton ici, mais il y a tellement d'ordres que votre prix d'entrée, il va être ici. Et le problème, c'est que généralement, après un listing, très rapidement, le prix redescend et vient faire une phase d'accumulation. Donc vous pouvez vous retrouver dans le rouge. Ok? Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous profitez de la période de launch, c'est ce que moi personnellement j'ai fait sur Saga, soit vous attendez un pump et ensuite un retracement plus phase d'accumulation pour vous positionner. Après, vous pouvez aussi faire les deux. Mais le pire moment pour rentrer, c'est entre les deux, au moment du listing. C'est là où c'est le plus risqué et c'est là où potentiellement vous pouvez prendre et vous allez prendre le plus de risques. Je reprends par exemple, voilà, l'exemple du Jupiter, ok, qui est un très très bon exemple là-dessus, ok. Jupiter, donc qui est, je rappelle, index sur Solana, fait son listing. Bougie ultra haussière, ok. Tous ceux qui ont acheté pendant le listing et qui ont acheté très haut, ils se sont retrouvés dans le rouge pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors que la période d'accumulation intéressante pour en acheter, c'était celle-ci. C'était ici où il fallait acheter. Alors soit avant être éligible à l'airdrop et du coup profiter de cette montée de fou, soit accumuler pendant cette période-là. Mais surtout pas essayer d'acheter pendant le listing. Ok, moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Du jup j'en avais eu un petit peu grâce à l'airdrop, mais après en fait si vous voulez j'ai profité de cette période là pour en accumuler et puis regardez derrière ce qui s'est passé. Alors il peut y avoir des fois des petites exceptions. On a eu le cas avec ENA la semaine dernière sur Binance où en fait là directement après le listing on a eu une continuation haussière, mais c'est très très rare. Ok, généralement ça ne se passe pas comme ça. Généralement on a un listing, ça pump, ensuite on redescend, on fait une phase d'accumulation. Si le projet est bon, ça repart à la hausse. S'il n'est pas bon, ça va aux enfers. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a un listing, quand il y a un pump comme ça, vous faites diluer. Pourquoi? Parce que y a airdrop, il y a des récompenses pour les viciés ou ceux qui étaient sur la pre-sale. Donc en fait, la valeur du truc se fait complètement diluer. Donc c'est pas du tout le bon moment pour rentrer. Soit il faut rentrer avant, bien avant, soit après. Mais surtout pas pendant. D'accord? Petit conseil comme ça que je vous donne pour les débutants, parce que j'en vois certains des fois prendre des risques un peu de dingue. Donc voilà.
En tout cas, donc Saga sera listé aujourd'hui. Moi personnellement, c'est un token que j'ai décidé de hold. Ok, je compte pas le vendre aujourd'hui. Mais alors par contre, là aujourd'hui, ça peut être le bon moment de vendre. Ok, on l'a vu que lorsqu'il y a un listing, ça fait un giga pump. Bah si vous avez participé au launch et que vous prévoyez de vendre le token parce que vous croyez pas forcément au projet, bah ça peut être une bonne idée de profiter du pump et de la grosse impulsion au moment du listing pour le vendre. Ok, ça par contre, ça peut être intelligent. Ok, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un petit peu différente d'habitude. Il y avait un petit peu moins de choses à dire étant donné la situation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est vraiment là-bas que tout se passe, les amis. Vous avez les liens en bio et en description. Moi, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. C'était Alex pour Blockchain Capital.